Alright, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 25 octobre. Le temps passe vite, le temps passe vraiment vite. Petite fin de semaine, ça fait 2-3 fois que je fais des petites vidéos là, sur les finances personnelles. J'ai vu hier qu'il y avait, je suis tombé là-dessus hier, qu'il y avait une vidéo sur Télé-Québec, un jeune de 18 ans, 100 000 $ à la bourse. Je trouvais ça vraiment intéressant. Yes, j'ai envie de l'écouter avec vous autres, fait que let's do that. Pour les gens de ma génération, investir à la bourse, c'était essentiellement une affaire d'initié. Ça se faisait généralement avec un courtier qu'on appelait une fois aux 6 mois. On regardait son portefeuille d'investissement, on avait de longs entretiens, puis finalement, on bougeait. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé, ça va beaucoup plus vite et les jeunes investisseurs ne parlent plus nécessairement à leur courtier avant d'investir et de bouger. Il y a des plateformes où on peut le faire. C'est un monde radicalement différent. By the way, j'ai jamais eu de courtier là, pour mes actions. Là. Ça fait depuis 18 ans, là, j'en ai 25 que j'achète des actions. J'ai jamais parlé à un courtier pour acheter des actions. Est-ce qu'on est dans le registre du casino? J'en sais rien. J'en parlerai avec vous, messieurs. Simon Plante, gestionnaire de portefeuille, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Financière Banque Nationale. Bonsoir. Et Youssef Galache, fondateur d'Éduc Finance. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut dire que le monde de la finance est en train de changer ou le monde de l'investissement avec une nouvelle génération de gens qui misent leur épargne? Bien, je dirais qu'il y a les deux. Il y a des investisseurs aguerris, puis je pense qu'ils sont à noter, mais c'est vrai que... Jeunes? Oui, effectivement. Il y a de plus en plus... Il y a une démocratisation de l'information. Il y a une démocratisation de la communication. Puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont de plus en plus intéressés au monde de la finance, qui fait qu'on a des 100%. Gens qui s'investissent davantage, puis le comportement humain n'a jamais changé. Donc, il y en a qui sont plus parieurs, d'autres sont plus investisseurs. Mais il y a des plateformes, et vous en savez quelque chose, Youssef, parce que j'imagine que vous donnez des conseils, où on peut, en temps réel, bien sûr, avec un pouce et avec de petites sommes, exactement, être sur le marché sans même parler à un courtier, sans même avoir de connaissances. Oui, bien, en fait, les plateformes, il y en a de plus en plus qui, justement, donnent accès rapidement au marché boursier. Et maintenant, il y a des portefeuilles aussi d'investissement super diversifiés, accessibles à faible frais. Donc, on n'a plus vraiment besoin d'intermédiaires. Il suffit d'ouvrir un compte sur Wealthsimple, Questrade et plusieurs autres plateformes. Bien, il y a Robinhood, il y a Wealthsimple au Canada. Exactement. Le principe étant qu'on n'a plus besoin d'intermédiaires. Exactement. Par contre, c'est sûr qu'avant d'investir, on va toujours conseiller de bien s'informer, de choisir les bons produits, parce qu'il y a quand même du risque. Alors, puisqu'on parle de risque, je ne sais pas si ça dit quelque chose à ceux qui nous écoutent, mais les meme stocks, est-ce que vous savez de quoi je parle? Ben, GameStop, ça a été un meme stop. Là, on a beaucoup de meme crypto aussi. Mais c'est vrai ce qu'il dit, là, tu sais, je veux dire, oui, c'est de plus en plus facile à acheter. Tu peux acheter à fraction. C'est très facile à acheter. C'est clair qu'il faut savoir ce que tu achètes, tu sais. Si tu achètes parce que tu as vu quelqu'un sur Reddit l'acheter, je pense pas que c'est une bonne stratégie. Parce que les meme stocks, bien, ça peut être très, très payant si on est dans la vague au début, mais ça peut aussi s'effondrer rapidement. Et c'est beaucoup de jeunes investisseurs qui font bouger alors des actions qui passent de, par exemple, 1 $ à 10 dans la même journée. Expliquez-moi. Donc, c'est un groupe de jeunes qui communiquent ensemble sur des plateformes comme X ou Reddit. Puis, chaque individu a des sommes limitées. Donc, ce pas des investisseurs influents, mais ensemble, bien, ils vont cibler une entreprise. Ça peut être des chaînes de cinéma, détaillants de jeux vidéo. Tout récemment, une société technologique en immobilier. Krispy Kreme aussi, j'ai vu. Oui, effectivement. Ouais, écoute, tout le monde peut passer sous la cible, mais ces gens-là, bien, ils vont se regrouper, ils vont promouvoir l'idée, puis on va voir les titres vraiment grimper. Puis, ce qui est plus récent, il y a une société, là, Open Door, qui était une cible. Maintenant même, ces investisseurs-là essaient d'être des activistes. Donc, ils disent que cette société devrait avoir plus de technologie, on devrait changer le PDG, puis c'est exactement ce qui est arrivé au mois d'août. Mais ça ressemble un peu à un scheme pyramidal, c'est-à-dire que... Oui, tu veux être le premier, oui, exact. On veut être le premier à bénéficier de cette espèce d'ascension, sachant qu'à un moment donné, ça peut s'effondrer. Oui, et ça finit toujours par s'effondrer, bien oui. Youssef, les jeunes investisseurs se comportent comme des gens au casino? Bien, un peu, parce qu'ils Pas tous, mais... C'est l'appât du gain, en fait. C'est de gagner à court terme beaucoup d'argent. On le voit avec les réseaux sociaux. On nous vend un peu l'idée de pouvoir s'enrichir rapidement. Et là, l'idée de pouvoir parier sur une action qui est en train de monter et qui peut nous faire doubler, tripler, quadrupler notre mise, bien, c'est sûr, ça attire malheureusement souvent des jeunes mal informés. Et comme vous avez dit, la valeur de l'action, en peu de temps, elle ne représente plus la valeur réelle. Intrinsèque. Exactement. Donc, il y a un effet de meute, là. Il y a vraiment... Ah oui, définitivement. J'ai commencé à 18 ans, c'était la bulle technologique. Il y avait un effet de meute.
Puis ça a été, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est amplifié à cause justement de la communication, puis ça se surspécialise. C'est pas le marché en général qui croît, c'est certaines niches, à cause justement de l'avancée technologique qu'on observe. Moi, personnellement, j'ai jamais été dans un move, comme ils disent, là, de meme stock, parce que je suis vraiment en plus un investisseur passif. Je suis quand même aussi très safe dans mes investissements. La chose aussi, c'est que je suis jamais... À chaque fois, j'entends un meme stock, il est trop tard. Fait que, il est tout le temps trop tard pour aller sur la... C'est tout le temps quand le move il est fait que moi, j'en entends parler. Fait que c'est peut-être parce que je lis pas assez, puis... Mais en même temps, j'ai pas le goût de baser mes investissements sur des paris, comme ils parlent, sur des meme stocks. Chaque action que j'achète, c'est parce que j'y crois. Moi, j'achète à long terme, plus souvent qu'autrement pour buy and hold. Il reste que, probablement davantage qu'avant, il y a beaucoup plus, et statistiquement c'est démontré, de jeunes personnes qui entrent sur le marché financier ou sur les marchés financiers. Ah oui, on le voit concrètement. Puis maintenant, avec les comptes CELI, CELIAP, à partir de 18 ans, déjà, on peut s'ouvrir un compte de courtage. By the way, les deux plus beaux cadeaux pour les jeunes au Canada, là, CELIAP, CELI, ça devrait être tes priorités financièrement au Canada quand tu as 18 ans. Et vraiment investir de façon autonome, sans intermédiaire finalement professionnel. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout dans le contexte actuel, après ce qu'on a entendu sur l'or, la bourse, est-ce que ça a une valeur aussi? Ben Parce oui, qu'on c'est- achète des actifs tangibles d'entreprise. Ben oui, puis c'est un actif pas juste tangible, c'est un actif productif. Donc, si on achète un lingot d'or, dans 10 ans, notre once va valoir un once. Tandis que si on achète une Oui, terre puis- agricole, un multilogement ou une entreprise, pendant toute cette période-là, l'entreprise va générer des bénéfices, va verser un dividende. Donc, c'est un actif productif. Vous, l'or, vous y croyez pas? Non, j'ai pas dit que j'y crois pas. Je dis juste, par contre, c'est un actif que si on détient un once, il n'y a pas une garantie de revenu. Il faut attendre que, dans un certain nombre d'années, un acheteur offre un prix supérieur à ce qu'on a payé. Puis on l'a observé dans le passé, il y a eu de la volatilité dans le secteur. En ce moment, bien oui, c'est une valeur refuge, puis on voit une demande croissante. Mais si, disons, on observait une période où il y a moins d'inflation, je ne dis pas qu'il va y avoir moins d'inflation, mais ça va être quoi l'impact sur le prix d'un once d'or? Bien, il va y avoir une baisse. Tandis que mon entreprise, elle va continuer de générer des revenus, des bénéfices. Je suis curieux de voir c'est quand qu'ils ont mis ça, parce que ça a bougé beaucoup. Ça fait 5 jours. Ben écoute, il y a quand même raison parce que l'or est arrivé à son all-time high. Ça fait 3 mois qu'il fait juste monter. Puis, voilà 5 jours à peu près, l'or a descendu de 10% en une journée. Un des constats que je faisais en écoutant plusieurs influenceurs et journalistes qui couvrent la finance ici comme aux États-Unis, puis on parlera bientôt avec un influenceur, c'est qu'il y a un continent qui se crée entre ceux qui, évidemment, ont des sous et ceux qui n'en ont pas. Que les revenus, c'est une chose, mais que le facteur différentiel de plus en plus, c'est d'être investi et d'être investi tôt dans le marché ou dans les marchés, peut-être même davantage que d'avoir une maison. Vous croyez à ça? J'entends ça, mais j'aime pas ça parce que moi, j'ai eu le privilège de croiser des milliers de personnes. Là-dedans, il y a du monde ordinaire qui ont eu des résultats extraordinaires, puis l'ont pris de plein de manières. Que ce soit par la croissance de leurs revenus, par devenir des investisseurs, que ce soit immobilier ou boursier, des gens qui ont été stratégiques dans leur choix, des gens, exemple, qui voulaient accéder à la propriété puis sont allés plus loin parce que c'est plus abordable. Dire à quelqu'un tôt, écoute, les dés sont un peu jetés contre toi, là, si j'aime pas ce style-là. C'est certain que si tu viens d'une famille bien nantie, si tu as des actifs, ça va te privilégier. Par contre, je pense qu'il y a toujours une manière, à long terme, de faire sa place. Mais c'est une évidence, tout le monde n'a pas les moyens, n'a pas l'épargne. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont de la difficulté à payer leur épicerie. Alors évidemment, ce n'est pas un enjeu si tu dois d'abord faire le choix de ce que tu vas manger ou pas. À partir du moment où on a des revenus qui nous permettent de dégager de l'épargne, est-ce que c'est une option sensée d'être hors des marchés? Si on laisse de l'argent dormir, c'est clair que, on le sait, l'inflation en moyenne, on parle de 2-3 % par année. Mais on s'en rend comme pas compte. C'est comme si on n'avait pas enregistré cette idée qu'à ne rien faire, on recule. Mais je pense juste que les gens comprennent pas qu'est-ce qui se passe réellement avec ton argent. Là. Je pense que les gens sont juste pas assez éduqués ou en tout cas sont pas assez intéressés. Si ton argent travaille pas pour toi, ton argent perd de la valeur. Ça, il y a personne qui nous l'a dit. J'ai 25 ans. Quand je suis allé au secondaire,
il n'y avait pas encore les cours de finances personnelles ou je sais pas quoi. Ça n'existait pas. Je sais pas c'est quoi le curriculum encore de c'est quoi ce cours-là, parce que je connais plus nécessairement personne qui est au secondaire en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent là-dedans, mais c'est une bonne étape de franchie d'avoir un cours en finances personnelles, parce que ce sont des apprentissages à apprendre à notre société, tu sais. Je veux dire, si tu crées de la richesse, tu vas acheter plus, tu vas consommer plus, ça va faire rouler l'économie encore plus. Fait que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la société que tout le monde ait plus d'argent au final, tu sais. L'argent retombe dans la société quand même, tu sais. Fait que c'est bon pour une société d'être aguerrie financièrement. C'est juste moi qui pense ça? Ou? La bourse, c'est un système complexe. Plus que c'est complexe, plus qu'on a besoin de certitude. Mais le marché, il n'en donne pas aujourd'hui, il n'en donnera pas dans 10 ans. Donc, il faut faire le saut. C'est ça que les gens disent, bien, j'aime mieux être de côté, on va attendre que les choses se calment. Oui, mais c'est jamais le bon moment. Parce que quand ça monte trop vite. Puis quand ça va mal, le pire s'en vient. Donc, les gens sont les lignes de côté. Puis sur 1 an, 2 ans, ça fait pas mal. Mais faites un petit calcul. Sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, être toujours avec une gêne, ça a un impact significatif sur la valeur nette d'un individu. Mais aussi un influenceur, Simon Boukoras, vous êtes animateur du podcast Héritage. Salut Simon. Bonjour. Alors vous êtes investisseur depuis quelques années. 2014. 2014, ça s'est bien passé apparemment. Très bien. Est-ce que c'est difficile et est-ce que c'est exigeant que d'être un investisseur quand on commence, selon vous? Quand j'ai commencé en 2014, justement, j'avais énormément de personnes, notamment ma mère, qui me disaient « Il ne faut pas que tu fasses ça, Simon, c'est super risqué ». J'ai malheureusement la tête dure, ou heureusement. Donc moi, j'ai quand même continué, fait le pas. Puis maintenant, 11 ans après, hier, j'ai payé le voyage à ma mère en Floride. Et l'année passée, je lui ai payé son voyage au Portugal grâce aux gains que je suis capable de faire. Donc je pense qu'elle est contente. Alors, vous viendrez nous retrouver sur le plateau dans quelques instants pour continuer la conversation. Je vous parlais de nos jeunes de monde l'investisseur. C'est lui qui a été, depuis quelques années, systématique, a réussi à accumuler quoi? 100 000. 100 000? Ouais. C'est pas pire, ça? Pas pire pantoute. Pas pire pantoute. Pas pire pantoute. 100 000 à 18 ans. Bro, ce gars-là, il est bien parti, mon gars. À quel âge as-tu commencé? À 15. À ce moment-là, évidemment, ça prend quelqu'un qui investit pour toi. Non, même pas. C'était mon père qui était tuteur de mon compte légal. Puis après, ben, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pu transférer mes fonds dans mon compte personnel. Là. Puis après, c'est tout moi qui ai imposé, même si j'ai 15, 16, 17. Donc, tu as payé tes impôts. Ouais, exact. Viens-tu d'une famille riche? Pas du tout. Une famille moyenne. Là. Donc, tu as travaillé d'abord, Ouais, 100 100 Ouais. pour faire des petits revenus. Ouais, environ, je faisais du 15 à 20 000 par année, là, comme un étudiant standard. Là, puis après, je commençais à investir. Et qu'est-ce qui fait que ça te démangeait d'investir? Ça me démangeait pas vraiment. Là. C'est juste que j'ai commencé comme à travailler à 13 ans. Puis par la suite, j'étais allé à la Caisse des Jardins. Puis la madame, elle m'a dit, t'as quand même un gros montant. J'avais 18 000 dans mon compte chèque. J'avais environ 14 ans et demi. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, elle me l'a mis dans un compte à intérêt élevé. C'était comme un intérêt élevé de 0,5 à 1 On va se dire, c'est élevé, là. Là, tu t'es dit, pas un bon deal. Non, pas... Ben, moi, personnellement, je connaissais absolument rien de ça. Puis j'étais comme, OK, ben, on va mettre ça là-dedans. Puis après, 1 an plus tard, je commençais à écouter des podcasts, celui-là à Simon. Je trouvais ça assez intéressant. Puis là, mon père, à un moment donné, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il y a une action pour sa compagnie, puis il voulait commencer à investir. Puis moi, j'étais comme, OK, pourquoi pas? As-tu déjà été un peu rincé? Genre, perdre beaucoup d'argent? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, même pas. T'as pas connu de baisse? Ben oui, j'ai connu une baisse, celle-là avec Trump, avec les tarifs douaniers, mais après, je suis resté investi, là. J'ai 18 ans, j'ai connu une grosse baisse avec Trump en avril dernier. Ça a été difficile à encaisser à la maison, mais on s'est serré la ceinture, puis on a passé à travers. Ça a duré une semaine. Mais c'est pas si pire. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Et tu penses que tu vas continuer à investir comme ça? 30 ans, là, facile. Et sky's the limit. Ouais, 100 100 OK. À côté de toi, Émilie Salo, 18 ans aussi. Oui. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Toi, tu as gagné un concours d'investissement. C'était de l'argent virtuel. Exactement. 200 000 virtuels. Est-ce que tu en as perdu un peu de cet argent virtuel? Oui, la simulation, c'était pendant justement avril dernier. Donc, pendant la correction à Trump. Exactement. Donc, les indices boursiers ont baissé. Le tout, c'était d'essayer de ne pas baisser avec, bien sûr. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il est évident que tu seras une investisseuse? C'est-à-dire que tu devras, si tu veux tirer ton épingle du jeu, faire en sorte que ton épargne soit investie. Oui, pour moi, oui. Avez-vous déjà eu peur de perdre de l'argent? C'est un stress ou pas du tout? Pas pantoute. Pas pantoute. J'ai envie de retourner à mes gens sur le plateau, et Simon particulièrement, parce que les influenceurs jouent un rôle de plus en plus grand. Il n'y a pas juste les conseillers financiers, il y a tous ces gens qui peuvent nous aider ou pas, nous nuire, parce que tous les conseils ne sont pas également bons.
La peur, c'est un facteur chez les jeunes investisseurs. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ils sont beaucoup plus audacieux. Beaucoup plus audacieux que... Oh oui, effectivement. Je pense que pour les personnes un peu plus vieilles, un peu plus âgées, qui ont travaillé fort pour accumuler un petit peu, puis on le voit tous avec l'inflation, comment tout coûte cher, ils ont un petit peu plus peur de dire « Attends, j'ai mis des semaines à économiser mon 200, 300, 500 $, puis là, il faut que je le mette quelque part en bourse dans une compagnie que je ne connais pas vraiment, que j'ai pas, on parle tantôt de conseil d'administration des compagnies, je le mets dans Microsoft pour nommer Microsoft ou Apple, mais moi je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec mon argent. Donc je préfère le garder sous mon matelas ou dans un compte à intérêt élevé, 0,5%. Mais c'est ce que disait l'homonyme Simon. Oui, Oui, compte à avec un intérêt C, élevé oui. à 0,5, 1, 2 %. Mais c'est de vaincre le mur de la peur. Parce qu'il y a quelque chose comme trouver le bon moment, ça n'existe pas. On vit les premiers exemples d'entrepreneuriat, puis maintenant, les jeunes peuvent observer le passé. Puis souvent, leurs parents disent, bien, si c'est à refaire, j'aurais acheté une maison plus tôt, j'aurais investi de manière plus audacieuse. Ça m'intéresse, ça. Effectivement, si c'était à refaire, il faut peut-être écouter ceux qui nous ont précédés. Mais c'est une affaire qui vient de dire que c'est super intéressant. C'est vrai que on a la chance aujourd'hui d'avoir tellement d'informations, tellement de données aussi. Une des statistiques sur lesquelles je me base le plus sur mon plan d'investissement, c'est que le S&P 500, la chose que je suis 75% investi dans ma valeur nette, en général, dans les dernières 50 ans, a fait du 8 à 10% par année. Les gains qui ont été faits avant ne reflètent pas les gains du futur. D'après moi, tu peux pas avoir un si grand risque que ça. Oui, il y a des risques. Oui, il y a des risques de perte. Une semaine, j'ai perdu 15%, je pense, de ma valeur en 2 jours parce qu'il y a eu une baisse énorme, mais je l'ai retrouvé 3 jours après, tu sais. Si j'avais tout vendu parce que j'avais eu peur, là, j'aurais été en perte. Mais je suis d'accord avec le fait que ça fait ça, mais sur des années, ça fait ça. Comme je dis, si vous parlez aux gens autour de vous, combien de fois il y en a qui disent « Ah, j'aurais pu acheter un terrain il y a telles années, j'ai pas osé. Si j'avais refait mes études, je les aurais faites autrement. » Puis aujourd'hui, on est en phase de transmission, justement. On peut pas penser que la génération qui ont bâti des entreprises était en même temps les pionniers et les enseignants. Mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui, cette transmission-là, puis je pense que les jeunes vont faire des meilleurs choix en conséquence. Sylvain Goulet, qui nous parlait d'or tout à l'heure, nous écoute. Sylvain, vous avez assez de cheveux gris pour avoir probablement traversé au fil des années des moments forts et des moments plus difficiles. Vous avez, vous, l'impression ou le sentiment qu'il y a comme une nouvelle génération d'investisseurs qui se présente, conscients de ce qu'il faut s'occuper de son destin? Mais effectivement, parce que moi, contrairement aux jeunes qui parlaient, là, j'ai souvent perdu d'argent en bourse. Et ça a été mes meilleures leçons pour apprendre. Il faut perdre de l'argent, les jeunes. Non, je ne leur souhaite pas du tout de perdre de l'argent, mais on apprend beaucoup plus en perdant. Parce que quand on en fait un peu trop facilement, on se sent un peu invincible à la bourse. Puis il y a des cycles, là, quand même. Donc, il ne faut pas croire que ça va toujours monter, là. Mais c'est le conseil que nous donnent tous nos interlocuteurs quand on se met à investir. Attention, il y a des cycles. Moi, ce qui m'intéresse à la hauteur de votre expérience, c'est est-ce qu'on est en ce moment dans un contexte, et j'annonce pas la fin du monde, mais on parlait d'or, de ce que c'est un cycle de spéculation sur l'or parce qu'il y a des gens qui ont peur. Est-ce que c'est un contexte d'investissement différent, selon vous? Très différent, surtout parce que, on en parlait plus tôt, le marché obligataire est de plus en plus incertain. On vit une conjoncture qui est unique depuis quelques générations. Vous croyez ça, messieurs, qu'on est dans un contexte, dans une conjoncture unique? Le petit sourire de Simon qui... C'est toujours la même chose. Les conjonctures sont toujours différentes, mais est-ce que c'est différent cette fois-ci? Ben, écoute, dans les années 80, c'était la guerre froide. On a vécu la crise financière. On a vécu on a vu la plus importante pandémie. Je veux dire, dans l'audace mesurée, ce que je veux dire, c'est pas tomber dans un optimisme avec des lunettes roses, puis c'est tirer sur du risque où on peut perdre vraiment notre argent. Mais c'est dire aussi, dans le pire des scénarios, est-ce qu'on y accorde trop de poids? La réalité, si on regarde les 100 dernières années, c'est peut-être d'être un petit peu plus audacieux qu'on le pense. Puis ce petit gain-là de 1, 2, 3 % à long terme fait toute la différence. C'est clairement une époque formidable. Je vous souhaite d'investir, mais surtout de bien investir. Honnêtement, shout-out à ce gars-là. Pour vrai, pour avoir 100 000 à 18 ans, il a dû faire des sacrifices, il a dû travailler fort, fort, fort. Shout-out, pour vrai. Je suis même pas rendu à ce point-là, puis j'ai 6 ans de plus que lui. Big up pour Zachary.